penses peut-être que la transparence est une vertu, que dire la vérité t'apportera la paix, ou que te confier est un acte de confiance. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que chaque mot que tu révèles construit une carte de ton esprit, entre les mains de ceux qui, un jour, pourraient t'écraser. Machiavel n'a jamais enseigné la méfiance par caprice. Il l'a transmise comme une protection invisible pour les âmes lucides. Car il y a des secrets, si tu les laisses sortir, tu ne pourras plus jamais les reprendre. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 vérités silencieuses que tu ne dois jamais livrer, même à ceux qui prétendent t'aimer. Reste jusqu'à la fin, une révélation t'attend, que peu d'hommes osent t'affronter. Et en commentaire, écris cette phrase: « Je préfère être incompris que trahi ». Abonne-toi et prépare-toi à te taire là où les autres s'exposent. À la Renaissance, lorsque les empires vacillaient au gré des trahisons et des pactes silencieux, un homme observait dans l'ombre. Machiavel n'était pas seulement un théoricien du pouvoir, il était un archiviste des illusions humaines, un chirurgien de l'âme politique. Pour lui, ce n'était pas le bien ou le mal qui gouvernait le monde, mais le silence, la stratégie, le contrôle de ce que l'on cache. Les anciens stoïciens parlèrent déjà de maîtrise de soi, mais Machiavel alla plus loin. Il comprit que certains secrets ne doivent pas être tués, mais protégés. Dans un monde devenu bavard, cette sagesse s'est perdue. Aujourd'hui, nous exposons nos pensées comme des marchandises, oubliant que chaque confidence est une brèche. Cette vidéo exhume une connaissance ancienne, une sagesse étouffée par l'ère du dévoilement. Elle te rappellera pourquoi certains silences sont plus puissants que 1000 discours. Tu vas maintenant entrer dans un territoire que peu osent explorer. Chaque secret que tu t'apprêtes à découvrir agit comme une protection invisible, un mur entre toi et le monde. Mais ces murs ne sont pas faits de pierre. Ils sont faits de silence, d'instinct et de stratégie. Écoute chaque mot comme une clé. Le premier secret que tu ne dois jamais révéler, c'est l'ampleur exacte de ta solitude intérieure. Car dès l'instant où tu dis à quelqu'un que tu es seul, incompris ou vide, tu ne libères pas ton fardeau. Tu offres une carte de ton désert. Et certains aiment marcher sur des terres abandonnées. Le monde moderne fait croire qu'exposer ses fragilités est noble, thérapeutique, humain. Mais dans la réalité crue, ta solitude devient une faille que les stratèges, les manipulateurs, les inquiets ou les jaloux savent lire. Machiavel le savait, celui qui connaît le silence d'un homme connaît ses peurs, et donc ses leviers. Ce que tu ressens au fond de toi n'a pas besoin d'être dissimulé, mais protégé. Car ce n'est pas à tout le monde de marcher dans ton désert. La solitude est parfois ta seule alliée. Si tu la livres, tu risques de t'agenouiller là où tu devais apprendre à tenir debout. Le deuxième secret, que tu ne dois jamais révéler, c'est l'identité de celui que tu envies en secret. Ce nom, ce visage, ce symbole, que tu compares au tien dans les heures muettes. Parce qu'en révélant cette comparaison, tu remets ton pouvoir à un autre. Tu indiques à ceux qui écoutent ou frapper, ou te faire douter, ou affaiblir ta certitude. L'envie est un miroir brisé que tu dois réparer seul. L'admiration peut être noble, mais l'envie, elle, est intime. Elle signale un manque, une blessure, une soif non assouvie. Si tu dis qui tu envies, tu ne dévoiles pas un goût, tu révèles une blessure ouverte. Et celui qui entend saura y plonger ses mots, ses sarcasmes, ses stratégies. Machiavel dirait, si tu veux garder ton pouvoir, garde ton admiration pour toi. Laisse les autres deviner qui te trouble. Le mystère est une armure, l'exposition est une cible. Le troisième secret que tu ne dois jamais révéler, c'est ce que tu regrettes le plus au monde. Ce choix que tu referais différemment si le temps t'en donnait l'occasion. Ce souvenir que tu revis chaque nuit avec une autre fin dans ta tête. Car le regret est un testament vivant. Il raconte ce que tu n'as pas su maîtriser. Il révèle ce que tu aurais voulu contrôler mais que tu as laissé échapper. Et si tu le confesses, certains te verront moins comme un sage que comme un homme inachevé. Le monde pardonne les fautes visibles, mais il juge durement les douleurs enfouies. Machiavel savait que le pouvoir appartient à ceux qui ne regrettent rien, ou du moins qui ne le montrent pas. Ton plus grand regret est peut-être ta plus grande sagesse. Mais cette sagesse ne doit pas être mise en vitrine.
car les vautours rôdent autour de ce qui saigne encore. Et ton regret, si tu l'exposes, pourrait devenir un piège. Le quatrième secret que tu ne dois jamais révéler, c'est ce que tu rêves de faire si tout était possible. Ton fantasme le plus pur, ton ambition cachée, ce que tu ferais si tu n'avais plus peur de perdre. Car ce rêve, s'il est dit trop tôt, devient un champ miné. Les autres ne t'aideront pas à le construire. Ils t'expliqueront pourquoi c'est impossible, naïf, dangereux. Ils y verront une cible, un sommet, que tu crois pouvoir atteindre. Et certains voudront t'en empêcher, non pas parce qu'ils te détestent, mais parce qu'ils n'ont jamais osé rêver. Ton ambition la plus profonde doit grandir dans l'ombre. Tu dois la nourrir seul, dans la discipline, dans l'attente, dans le silence. Car si tu révèles trop tôt ce que tu veux être, tu réveilles les forces qui voudront te redéfinir. Machiavel dirait « Fais croire que tu n'attends rien, pendant que tu prépares tout. » Le cinquième secret que tu ne dois jamais révéler, c'est l'identité de la personne qui t'a le plus blessé. Celui ou celle qui, un jour, a brisé quelque chose en toi que tu n'as jamais totalement reconstruit. Car en dévoilant ce nom, tu déclares une blessure encore vivante. Et cela donne à l'autre un pouvoir posthume sur ton présent. Le monde est peuplé de visages masqués, et certains écouteront ce que tu dis non pas pour te consoler, mais pour s'assurer que tu es encore vulnérable. Si tu révèles qui t'a brisé, tu révèles aussi ce qui peut encore te faire trembler. Machiavel l'avait compris. Le silence sur ses blessures est parfois la meilleure stratégie de survie. Ce n'est pas oublier, c'est protéger. Ton histoire est à toi. Garde-la entre tes murs intérieurs, là où personne ne peut entrer sans ton autorisation. Ce secret est ta frontière. Le sixième secret que tu ne dois jamais révéler, c'est ce que tu es prêt à sacrifier pour réussir. Car dès que tu exposes ce que tu es prêt à perdre, tu indiques à ceux qui t'observent les leviers qu'ils peuvent activer. Ils sauront jusqu'où te pousser, jusqu'où te manipuler, jusqu'où te briser. Tu crois peut-être que ta détermination impressionnera, mais dans un monde stratégique, ce genre d'aveu est une carte maîtresse offerte à ceux qui n'ont pas tes intentions. Ton sacrifice, s'il est pur, ne doit pas être exposé. Il doit rester secret, contenu dans ton feu intérieur, car il est la mesure exacte de ta volonté. Et si quelqu'un d'autre possède cette mesure, il peut calculer comment t'affaiblir. Machiavel aurait dit que personne ne sache jusqu'où tu iras, ni ce que tu abandonneras. Le mystère sur tes limites est ce qui rend ta force insondable. Ce que tu es prêt à perdre, garde-le pour toi. Le septième secret que tu ne dois jamais révéler, c'est ce que tu ne pardonnes toujours pas. Car ce pardon suspendu, ce fragment de douleur que tu caches derrière ton calme, est un rappel de ce que tu protèges encore. En le révélant, tu ouvres une brèche dans ton récit. Tu montres que tu n'as pas encore tourné la page, que le poison est encore là, même s'il ne coule plus. Et certains sauront t'appuyer là, discrètement, subtilement, pour raviver ta colère ou ta peine. Le non-pardon, lorsqu'il est dévoilé, devient une dette émotionnelle qu'on peut utiliser contre toi. Machiavel aurait vu là un point de contrôle stratégique. Car celui qui connaît tes fantômes peut invoquer tes tempêtes. Si tu n'as pas encore pardonné, tu as le droit. Mais ce droit devient une faiblesse s'il est dit trop tôt, trop fort, à trop de monde. La sagesse, parfois, c'est de se taire même devant ses bourreaux. Et maintenant, je te pose cette question. Je t'ai révélé ces 7 secrets. Mais lequel as-tu déjà confié à quelqu'un et pourquoi? Écris-le en commentaire si tu l'oses. Ou écris simplement « Je reprends le contrôle de mon silence ». Ce que tu ne dis pas est parfois ce qui te protège le mieux. Tu as appris à voir plus clair. Mais cette clarté a un prix, car plus tu discernes les mécanismes du monde, plus tu exposes ton esprit à des poisons subtils. Cette deuxième partie révèle les racines toxiques de ta propre lucidité, celles qui grandissent en silence, à l'ombre de ta conscience éveillée, et qui sapent ton équilibre sans bruit. La première racine toxique de la lucidité, c'est que plus tu comprends les autres, plus tu t'en éloignes. Tu deviens capable de décoder les intentions, les blessures, les faux semblants, les manipulations cachées dans les gestes les plus anodins.
Et ce pouvoir d'analyse, au lieu de te rapprocher, te coupe. Tu ne regardes plus les gens comme des mystères vivants, mais comme des structures lisibles. Tu ne ressens plus, tu analyses. Et plus tu analyses, plus tu perds la chaleur du lien. C'est le piège du regard lucide, il éclaire, mais il assèche. Tu vois clair, mais tu n'aimes plus de la même façon. Tu anticipes les trahisons, les failles, les hypocrisies, même quand personne ne les a encore commises. Et cette distance devient froideur. Tu ne peux pas désapprendre à voir. Mais tu dois comprendre que cette lucidité te vole parfois la douceur d'une relation naïve. Machiavel le savait. Voir clair te protège, mais te condamne aussi à une solitude intérieure. La deuxième racine toxique de la lucidité, c'est que tu développes un mépris silencieux pour ceux qui dorment encore. Tu ne le montres pas. Tu te dis bienveillant. Mais au fond de toi, tu les juges. Leur naïveté t'irrite. Leur insouciance t'agace. Tu vois dans leur joie une inconscience, dans leur confiance une faiblesse. Et tu t'éloignes d'eux en te croyant plus éveillé. Mais cette arrogance cachée est un poison, car elle crée une division subtile entre toi et le reste du monde. Tu te crois à part, supérieur, plus lucide, plus profond. Mais en réalité, tu deviens prisonnier d'un élitisme intérieur. Tu ne vis plus avec les autres, tu les observes. Et tu oublies que toi aussi, tu dors encore sur certains plans. La vraie lucidité n'exclut pas. Elle intègre, elle ne juge pas les aveugles, elle apprend à marcher avec eux, sans se perdre. La troisième racine toxique de la lucidité, c'est que tu finis par douter même de ceux qui veulent réellement ton bien. Car plus tu décryptes les motivations humaines, plus tu suspectes que l'amour cache une attente, que l'amitié masque un intérêt, que l'élan n'est jamais totalement pur. Tu deviens allergique à l'innocence. Et cette méfiance permanente te vole des liens sincères. Tu repousses ceux qui t'aiment, non parce qu'ils t'ont trahi, mais parce que tu anticipes une trahison imaginaire. Tu ne laisses plus la confiance s'installer. Tu veux des garanties, des preuves, des silences parfaits. Mais l'amour ne vit pas dans le contrôle, il vit dans la foi. Machiavel aurait compris cette méfiance. Il aurait peut-être même approuvé. Mais toi, si tu veux rester humain, tu dois faire attention à cette voix intérieure qui transforme chaque main tendue en menace déguisée. La lucidité n'est pas paranoïa. Et parfois, accepter d'être aimé est plus courageux que d'être lucide. La quatrième racine toxique de la lucidité, c'est que tu développes une forme de fatigue existentielle. Tu vois trop, tu ressens trop, tu comprends trop. Et cette surcharge de conscience te rend lasse. Tu es lucide, mais épuisé. Chaque conversation te demande un effort. Chaque mensonge social t'écorche. Chaque injustice te révolte, mais tu n'as plus la force de te battre. Tu vis dans une tension permanente entre ton idéal et la réalité. Et cette tension, elle te vide. Tu souris par politesse. Tu parles par nécessité. Mais ton feu intérieur s'estompe. La lucidité a un coût énergétique. Elle te fait porter des vérités que les autres ignorent avec légèreté. Et tu n'as personne à qui les confier. Tu portes tout en silence. Ce n'est pas un burn-out professionnel, c'est un épuisement spirituel. Celui de l'âme éveillée dans un monde endormi. Et parfois, tu envies les simples, les insouciants, ceux qui ne savent pas. Mais tu ne peux plus redevenir comme eux, alors tu avances, avec le poids du réel dans les yeux. La cinquième racine toxique de la lucidité, c'est que tu n'arrives plus à te pardonner tes propres illusions passées. Tu repenses à la personne que tu étais, à ce que tu as cru, à ceux en qui tu as eu confiance, et tu ressens une honte sourde. Tu te dis, comment ai-je pu être aussi naïf? Comment ai-je pu croire en cela, en eux, en moi, à cette époque? Et ce regard dur que tu poses sur ton passé devient une prison. Tu as de la lucidité, oui, mais tournée contre toi. Et cette autocritique t'empêche d'évoluer sereinement. Tu te flagelles mentalement, comme si l'erreur d'hier t'interdisait toute paix aujourd'hui. Mais ce que tu oublies, c'est que ta lucidité actuelle est née de cette naïveté. Elle est l'enfant de tes chutes. Tu ne peux pas mépriser celui que tu étais sans affaiblir celui que tu deviens. Machiavel t'aurait dit « Ton passé est une école, pas une cellule.
il faut apprendre à te regarder avec lucidité, mais aussi avec tendresse. La 6e racine toxique de la lucidité, c'est que tu perds le goût du plaisir simple. Parce que tu sais ce qu'il y a derrière. Derrière les fêtes, tu vois la fuite. Derrière les sourires, tu décèles l'insécurité. Derrière les réussites, tu devines les compromis. Ce n'est pas que tu refuses de te réjouir, c'est que tu n'y arrives plus totalement. Chaque moment agréable est parasité par un regard en retrait. Une voix intérieure qui murmure « Ce bonheur est provisoire, factice, conditionné ». Et à force d'écouter cette voix, tu t'éloignes de la capacité d'être pleinement présent. Même quand tout va bien, tu anticipes ce qui pourrait mal tourner. Même quand quelqu'un t'aime, tu cherches ce qui ne va pas. Ce n'est pas de la sagesse, c'est une déformation. Ton esprit ne sait plus goûter sans analyser, ressentir sans évaluer, vivre sans commenter. Machiavel aurait appelé cela le prix de la conscience. Tu vois le monde tel qu'il est, mais tu ne peux plus t'y abandonner. Tu es lucide, mais déconnecté. Le plaisir devient suspicieux, comme s'il fallait s'en méfier. Et pourtant, c'est dans la capacité de s'émerveiller que réside une forme de puissance oubliée. Retrouver ce goût simple n'est pas une régression. C'est une guérison. Une lucidité qui ne détruit pas, mais qui éclaire sans dessécher. Regarde-toi, quand as-tu ri sans arrière-pensée? Quand t'es-tu laissé toucher sans chercher l'intention cachée? Quand as-tu respiré sans chercher à comprendre? Le plaisir simple est devenu suspect. Et tant que tu ne réapprendras pas à le recevoir comme un droit, non comme une illusion, ta lucidité restera incomplète. Tu seras un stratège, pas un vivant. La 7e racine toxique de la lucidité, c'est que tu deviens incapable de demander de l'aide. Parce que tu crois que tout est rapport de force. Tu sais que celui qui tend la main s'expose. Qu'en avouant un besoin, tu révèles une faille. Et toi, tu veux rester opaque, indéchiffrable, fort. Tu as vu trop de gens être utilisés pour ce qu'ils avaient à te confier. Tu as vu des confidences devenir des armes. Alors tu t'es juré de ne plus dépendre de personne. Mais cette indépendance est une armure qui te coupe de toute guérison. Tu penses te protéger, mais tu t'enfermes. Tu crois être sage, mais tu deviens orgueilleux. Demander de l'aide ne signifie pas être faible. Cela signifie accepter d'être humain. Mais la lucidité t'a peut-être fait oublier que l'humanité est fragile par essence. Tu veux tout comprendre, tout porter, tout traverser seul. Et tu te convaincs que personne ne pourrait vraiment t'aider. Pourtant, c'est souvent dans l'aveu de ta limite que tu retrouves une force. Pas une force stratégique, mais une force d'un autre ordre, celle de ne plus avoir à tout cacher. Machiavel aurait vu dans la vulnérabilité un piège politique. Mais toi, tu n'es pas un prince entouré de complots. Tu es un être en quête de sens, et parfois, tu as besoin de t'appuyer. Reconnaître ce besoin, c'est peut-être la forme de lucidité la plus haute, celle qui n'analyse plus pour dominer, mais qui voit clair pour mieux s'ouvrir. Car si tu vois tout, mais que tu ne reçois rien, à quoi sert ta conscience? À survivre? Ou à t'éteindre lentement? Ce n'est pas en refusant l'aide que tu seras libre. C'est en apprenant à choisir à qui tu t'ouvres, sans te trahir. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle racine t'a déjà privé de joie ou de lien sans que tu t'en rendes compte? Ou simplement écris cette phrase, « Je veux voir clair », sans me détruire. Car la lucidité ne doit jamais devenir ton cercueil. La première technique de fermeture intérieure consiste à créer un espace de silence dans ta journée. Pas un simple moment de calme, mais un territoire inviolable où aucun regard ne pénètre, aucun mot ne sort. Chaque jour, même quelques minutes, tu dois te retirer de l'agitation du monde pour retrouver la fréquence de ton esprit. Ce silence est stratégique. Il coupe les flux d'informations, de jugements, d'attentes extérieures. Il devient un sas entre ce que tu vis et ce que tu ressens vraiment. Dans ce silence, tu n'as pas besoin de performance, ni de justification. Tu redeviens une présence brute. Et plus tu pratiques cette zone vide, plus tu apprends à ne pas réagir à tout, à ne pas tout exprimer. Ce silence devient ton entraînement à la retenue, ta chambre d'écho intérieure. C'est là que tu reprends possession de toi-même. Machiavel aurait vu ce rituel
comme une discipline du prince, savoir s'isoler pour mieux voir. Mais pour toi, c'est une méthode de survie. Car dans un monde saturé de bruit, celui qui sait se taire maîtrise le tempo de sa vie. Ne parle pas pour remplir. Tais-toi pour recharger. Et quand tu sortiras de ce silence, tes paroles auront plus de poids. La deuxième technique de fermeture intérieure, c'est d'observer sans répondre. Lorsque quelqu'un tente de t'extirper une vérité, une réaction, une émotion, apprends à regarder sans livrer. Le piège le plus courant, c'est de croire que tu dois toujours expliquer, justifier, clarifier ce que tu ressens ou ce que tu penses. Mais chaque explication est une ouverture, une brèche. Plus tu t'expliques, plus tu perds ton mystère. Et plus tu perds ton mystère, plus tu deviens manipulable. Savoir observer sans parler est une puissance rare. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une retenue choisie. Tu écoutes, tu analyses, tu retiens ce que tu pourrais dire. Tu pèses l'effet de tes mots avant même de les libérer. Et souvent, tu choisis de ne pas les dire. Ce choix, au début, sera inconfortable. Tu auras l'impression de fuir, de trahir ton authenticité. Mais tu découvriras qu'en disant moins, tu vois plus. Tu décoderas les stratégies des autres sans exposer les tiennes. Machiavel aurait souri face à ce pouvoir discret. Car celui qui ne se livre pas immédiatement prend toujours l'avantage. Ferme ta parole. Laisse les autres deviner. Ton regard deviendra une énigme que personne ne pourra résoudre à ta place. La troisième technique de fermeture intérieure, c'est de cultiver un journal secret que tu n'as jamais l'intention de partager. Écrire pour toi seul. Pas pour être lu, pas pour te souvenir, pas pour convaincre, mais pour te délester sans te trahir. Car certaines choses doivent sortir, mais pas dans l'oreille d'un autre. Elles doivent vivre quelque part, entre toi et toi. Ce journal devient une chambre forte mentale. Tu y places ce que tu ne peux pas dire, ce que tu ne veux pas oublier, ce que tu ne dois pas répéter. Tu y verses tes blessures, tes projets, tes instincts, tes colères, tes vérités brutes. Et tu apprends à contenir sans exploser. L'écriture devient une soupape sans fuite. Ce que tu n'as pas dit aux autres, tu ne l'as pas refoulé. Tu l'as transcrit. C'est un acte de maîtrise, pas de faiblesse. Et ce que tu écris là, tu ne le reliras peut-être jamais. Mais ce qui compte, c'est que tu ne l'as pas livré au monde. Tu n'as pas donné ce pouvoir. Machiavel aurait vu dans ce journal une arme secrète. Pas pour attaquer, mais pour tenir. Car parfois, survivre, c'est savoir où déposer ce que l'on ne peut pas dire sans s'effondrer. La quatrième technique de fermeture intérieure, c'est de transformer ta réponse, par défaut, en question. Lorsque quelqu'un s'approche trop près, lorsqu'il cherche à savoir ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu ressens, ne réponds pas directement. Réponds par une question. Tu inverses ainsi le mouvement. Tu gardes la main. Celui qui interroge contrôle le rythme. Et plus tu poses de questions, plus tu détournes l'attention de toi vers l'autre. Cette stratégie n'est pas une fuite, c'est une diversion. Tu veux savoir si on te manipule ? Observe comment l'autre réagit quand tu refuses de répondre. Tu veux conserver ton intimité ? Apprends à rediriger sans te trahir. Chaque question devient un miroir que tu tends à l'autre. Tu n'as pas menti, tu n'as pas fui. Tu as simplement déplacé le centre de gravité. Machiavel aurait dit « Ne livre jamais ton cœur au premier regard ». Et poser une question, c'est poser un voile. C'est gagner du temps. C'est garder l'initiative. Plus tu pratiques cet art, plus tu deviens insaisissable. Et dans ce monde d'urgence, l'insaisissable est intouchable. La cinquième technique de fermeture intérieure, c'est de pratiquer le décalage émotionnel. C'est un exercice discret, mais puissant. Quand tu ressens une émotion forte, colère, tristesse, frustration, excitation, ne la verbalise pas immédiatement. Observe-la. Détache-toi d'elle, comme si tu la regardais à travers une vitre. Tu n'es pas cette émotion, tu es celui qui la contient, et plus tu prends de recul, plus tu reprends le contrôle. Ce décalage ne t'éloigne pas de toi, il t'élève. Tu apprends à ne pas confondre réaction et vérité. À ne pas livrer ce que tu ressens dans l'instant comme une vérité éternelle. Ce filtre intérieur est une protection redoutable.
Il te permet d'éviter les confidences faites trop tôt, les cris lancés trop fort, les larmes partagées avec les mauvaises personnes. Machiavel aurait vu là un entraînement à la maîtrise. Car celui qui gouverne ses émotions gouverne son récit. Et celui qui gouverne son récit, même en silence, garde sa dignité. La 6e technique de fermeture intérieure, c'est d'apprendre à parler sans jamais vraiment te dévoiler. Tu crois que parler, c'est forcément s'exposer. Mais il existe un art supérieur, celui de parler en surface, de nourrir les échanges, d'exister socialement, sans jamais livrer ce que tu protèges vraiment. C'est une forme de présence maîtrisée. Tu dis ce qu'il faut dire. Tu réponds avec élégance. Tu partages des idées, des récits, des anecdotes. Mais jamais l'essentiel. Ton centre reste intact. Tu ne mens pas. Tu sélectionnes. Et cette sélection crée une distance subtile entre ton image publique et ton noyau intime. C'est une forme de discipline psychique, l'art de ne pas tout offrir sous prétexte d'authenticité. Machiavel dirait que la vraie force n'est pas dans le silence absolu, mais dans le contrôle du flux. Parle sans t'effondrer, raconte sans t'exposer, ris sans te perdre. Plus tu maîtrises cette frontière, plus tu deviens imperméable aux manipulations, aux attaques, aux regards intrusifs. Tu es là, mais on ne peut pas t'atteindre. Tu es visible, mais insaisissable. La 7e technique de fermeture intérieure, c'est de refuser, intérieurement, de tout expliquer. Ce refus ne se dit pas à haute voix. Il s'ancre comme une posture intérieure. Tu décides que tu n'as pas à tout justifier. Que ta vie, tes choix, tes silences, ton chemin n'ont pas besoin d'être validés. Ce refus te libère. Car expliquer, c'est souvent chercher l'approbation, la compréhension, la paix. Mais parfois, c'est ouvrir une porte que l'autre ne mérite pas de franchir. Tu peux dire « je ne souhaite pas en parler » ou ne rien dire du tout. Le plus important, c'est ce que tu décides à l'intérieur. C'est cette limite invisible, ce non que tu prononces sans bruit. Ce refus est un acte de souveraineté. Tu redeviens maître de ton territoire. Tu n'as plus besoin de convaincre, d'éclaircir, de mettre des mots sur ce qui est encore en gestation. Machiavel aurait vu là une armure absolue, celle du droit au mystère. Car parfois, se taire, c'est se respecter. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a résonné. Peut-être une douleur ancienne, peut-être une lucidité naissante, ou simplement un besoin que tu n'avais jamais formulé, celui de reconstruire ton silence. Dans ce monde qui pousse à tout dire, à tout montrer, à tout livrer, garder une partie de soi cachée devient un acte de résistance intérieure. Tu n'as pas été conçu pour être transparent. Tu as été façonné pour être profond. Et cette profondeur exige des couches, des portes, des seuils que tout le monde ne franchit pas. Machiavel, dans ses écrits, n'a jamais parlé d'amour au sens naïf. Il a parlé de pouvoir, de peur, de stratégie, de survie. Mais ce qu'il ne disait pas directement, c'est que derrière toute stratégie, il y a une conscience blessée, un être qui veut rester debout malgré la cruauté du réel, un esprit qui refuse de se laisser désarmer par l'illusion du lien. Ce que tu as entendu dans cette vidéo, ce n'est pas un manuel de manipulation. C'est une cartographie de ton intimité, une reconnaissance que certaines vérités, si elles sont révélées, ne te rendent pas libre. Elles t'enchaînent. Tu as maintenant entre les mains un savoir ancien, pas celui qu'on enseigne à l'école, ni celui qu'on partage à table, mais celui qui se transmet dans les marges, dans les regards, dans les silences qui en disent plus long que 1000 discours. Ce savoir, tu peux le rejeter, tu peux lui résister, tu peux tenter de le réduire à une simple vidéo de plus, mais il reviendra, dans tes relations, dans tes échecs, dans tes solitudes, dans tes colères inexpliquées. Il reviendra sous forme de questions. Pourquoi m'a-t-il trahi? Pourquoi n'a-t-elle pas compris? Pourquoi est-ce que je me sens toujours vide, même entouré? Ces questions n'auront pas de réponse immédiate, mais elles te ramèneront ici, à l'art de te taire, à la puissance de ne pas tout dire, à la dignité de garder en toi ce que personne ne mérite de fouiller. Car il faut du courage pour se taire dans un monde qui crie. Il faut de la sagesse pour refuser de se dévoiler, même quand le cœur réclame d'être vu. Et il faut une force rare pour continuer à aimer,
à construire, à marcher, sans jamais perdre cette part de soi qu'on ne donne à personne, cette part sacrée, celle que même le regard le plus doux ne mérite pas de voir sans permission. Tu es libre maintenant, libre de choisir le silence ou l'exposition, libre de dire ou de retenir, libre de livrer ton monde intérieur ou d'en faire un sanctuaire. Mais souviens-toi, chaque mot que tu offres est une clé, et chaque clé ouvre une porte que tu ne pourras plus refermer. Ne donne pas ton trousseau à ceux qui ne savent pas marcher pieds nus dans ton esprit. Alors que cette vidéo s'éteint, que ce silence s'installe à nouveau, pose-toi cette question. Qui connaît vraiment ce que tu caches, et le mérite-t-il? Si tu as ressenti la vérité silencieuse dans ces mots, abonne-toi. Mais pas pour suivre, pour te renforcer. Laisse un commentaire si une phrase t'a marqué, et surtout, garde ceci en mémoire. Ce que tu protèges ne fait pas de toi un lâche. Cela fait de toi un souverain.